En France, le droit à l'aide à mourir franchit une nouvelle étape validée par le Conseil constitutionnel. La loi fixe désormais les conditions d'accès à ce dispositif qui devrait encore attendre ses décrets d'application avant son entrée en vigueur. Au Nigeria, la prochaine présidentielle se prépare déjà à 5 mois du scrutin. Bola Ahmed Tinubu et ses principaux rivaux devront convaincre plus de 100 millions d'électeurs sur fond de préoccupations liées au coût de la vie et de l'insécurité. Bonsoir à tous et bienvenue. La loi créant un droit à l'aide à mourir a été publiée mercredi 19 août au journal officiel dans le sillage de sa promulgation par le président de la République Emmanuel Macron après plusieurs années de débat. Le texte, validé par le Conseil constitutionnel la semaine dernière avec quelques réserves, crée un droit à l'aide à mourir sous plusieurs conditions pour certains patients, leur permettant de s'administrer un produit létal en présence d'un soignant. Si, et seulement si, le patient ne peut accomplir physiquement le geste, le soignant peut s'en charger. Plusieurs conditions doivent se cumuler. Le patient doit être majeur, français ou résident de longue date, être atteint d'une affection grave et incurable en phase terminale ou avancée, souffrir physiquement de manière insupportable et être capable d'exprimer un choix éclairé jusqu'au dernier moment. Une procédure menée par un seul médecin mais demandant à solliciter d'autres acteurs doit permettre de déterminer si un patient est éligible ou non. Avant que les soignants ne soient en mesure de mettre en pratique le texte, adopté définitivement au Parlement mi-juillet, le gouvernement devra publier les décrets d'application nécessaires. Un cercle relativement restreint de pays a déjà ouvert ce droit, de la Belgique aux Pays-Bas, en passant par la Suisse, le Canada ou l'Uruguay. Dans une décision rendue vendredi 14 août, le Conseil constitutionnel, présidé par Richard Ferrand, avait estimé qu'aucune disposition de cette loi, considérée comme une réforme sociétale majeure du second quinquennat d'Emmanuel Macron, n'enfreignait la Constitution. Le chef de l'État avait salué une décision qui parachève un débat démocratique exemplaire. L'ex-député Modem Olivier Falomi, auteur de la proposition de loi, avait aussi accueilli une très grande avancée qui se concrétise enfin. À l'inverse, la fondation Jérôme Lajeune s'était dite indigne par cette décision, suivie par l'association des éligibles et les aidants qui dénoncent le danger total de cette loi pour les plus vulnérables. Le texte qui a d'abord donné lieu à une convention citoyenne à la demande d'Emmanuel Macron, puis à de nombreux allers-retours législatifs, réveille des clivages sociétaux, avec la large opposition de milieux religieux ainsi que de certains soignants. Les 5 saisines et un nombre élevé adressé au Conseil témoignaient encore de ces débats. L'une d'elles, de manière inhabituelle, émanait du Premier ministre lui-même, Sébastien Lecornu, à la tête d'un gouvernement réunissant le camp macroniste, plutôt favorable au texte, mais pas de manière uniforme, et les républicains largement opposés. À Madagascar, un réseau de faux diplômes a été démantelé à Antananarivo. Il impliquait des employés de l'Office du baccalauréat et de l'université. 11 personnes sont visées par l'enquête. Tout commence le 5 août. Une jeune femme se présente à l'office du baccalauréat pour faire certifier une copie de son diplôme. Un responsable de l'université repère des anomalies. La candidate n'a jamais eu son bac. Elle avait échoué en 2024. L'enquête remonte un réseau structuré dirigé par le directeur d'une école privée. Il a impliqué un agent de l'office du baccalauréat et plusieurs employés de l'université d'Antananarivo. 11 personnes sont concernées. 5 responsables sont sous mandat de dépôt à la prison d'Antanimura. La candidate est sous contrôle judiciaire. 5 autres employés ont été libérés. Cette affaire n'est pas isolée. En décembre dernier, le Bureau indépendant anticorruption a lancé une campagne dédiée aux faux diplômes, enregistrant 272 plaintes en un mois. En avril déjà, un scandale presque identique visait l'agence portière et maritime avec 11 personnes également mises en cause. Le 22 juillet dernier, le ministère de l'Éducation nationale
et le Bianco ont signé une nouvelle convention pour lutter contre la corruption dans l'éducation. Un partenariat de plus, 2 semaines à peine avant qu'on éclate cette affaire. Au Nigeria, la campagne pour l'élection présidentielle et les élections des 360 députés de la Chambre des représentants, prévues le 16 janvier prochain, débutent officiellement ce mercredi 19 août 2026. 19 candidats, dont 3 femmes, sont en lice pour la présidentielle, parmi lesquels le président sortant Bola Ahmed Tinubu. À 5 mois du scrutin, la campagne s'ouvre dans un contexte difficile pour le pouvoir qui défend le bilan de ces réformes face aux inquiétudes persistantes d'une partie de la population. D'ici à 5 mois, il faudra convaincre plus de 100 millions d'électeurs répartis sur les quelques 900 000 km² que compte le pays. Pour espérer l'emporter, Bola Ahmed Tinubu et ses concurrents devront obtenir au moins 25% de suffrages dans le 24 des 36 États du Nigeria. Et 2 préoccupations devraient particulièrement peser dans la campagne, l'économie et l'insécurité. Selon un sondage du cabinet SBM Intelligence, près de 34% des Nigérians se disent très inquiets à la fois de leur situation économique et de leur sécurité. Le Congrès des progressistes de Bola Ahmed Tinubu entend s'appuyer sur les politiques, réformes et réalisations de l'administration, selon le directeur de la communication du parti, Bala Ibrahim. Fin de subventions sur l'essence et l'électricité, réforme fiscale ou encore dévaluation du naira. Le président sortant assume des décisions très difficiles mais nécessaires pour le pays. Le Nigeria a enregistré une croissance de 4% en 2025 et l'inflation est retombée à 15,43% contre 33% en 2024. Mais ces chiffres peinent à se traduire dans le quotidien des Nigérians. Pour préparer l'emblématique riz jollof, une famille de 5 personnes doit désormais débourser environ 18 € contre 15 € un an auparavant. Une dépense importante alors que le salaire minimum ne dépasse pas 44 €. Face au président sortant, ses principaux concurrents cherchent déjà à mobiliser leur électorat. Le Congrès démocratique africain d'Atiku Abubakar, arrivé en 2e en 2023, mène des campagnes d'adhésion pour tenter de transformer le soutien dont il bénéficie en ligne en vote dans les urnes. Pour Peter Obi, arrivé 3e lors du scrutin de 2023 et désormais sous la bannière du Congrès démocratique du Nigeria, l'enjeu est d'éclairer sa base électorale au-delà de son bastion du sud-est, notamment grâce à son colistier Rabiu Moussa, originaire du nord du pays. De son côté, la coalition d'opposition Jeu s'en plaide toujours pour une candidature unique face au pouvoir en place et compte sur un sommet organisé le 31 août pour tenter de concrétiser ce scénario. L'objectif, éviter une nouvelle fragmentation des voix de l'opposition comme lors du scrutin de 2023. L'autre grande préoccupation des électeurs est la situation sécuritaire, alors que les attaques des groupes armés appelés bandits et des djihadistes se multiplient dans plusieurs régions du pays. Dans le nord, le gouvernement nigérien combat une insurrection djihadiste sur plusieurs fronts. Les États-Unis sont même intervenus à 2 reprises sur le sol nigérien, officiellement au nom de la lutte antiterroriste. Washington évoque également la persécution des chrétiens, une accusation contestée par plusieurs chercheurs. En République démocratique du Congo, les Nations Unies s'inquiètent des violences qui touchent les équipes engagées dans la riposte contre Ebola. Une difficulté supplémentaire pour une réponse sanitaire déjà confrontée à plusieurs obstacles sur le terrain. Dans certaines zones touchées par l'épidémie, l'insécurité, les agressions et les résistances communautaires perturbent les interventions. Alors que certains moyens essentiels à la prise en charge restent insuffisants, l'épidémie a désormais fait plus de 2300 morts dans le pays. Dimanche 17 août 2026 à Aru, en province de l'Uturi, dans le nord-est du pays de la République démocratique du Congo, un petit nombre de motards s'en prend à une équipe engagée dans le riposte contre Ebola. Des ambulances sont vandalisées et un ambulancier est blessé. Selon des sources sanitaires, des jeunes locaux ont attaqué l'hôpital de Kandoyi dans la zone de santé de Biringi où une ambulance voulait récupérer 2 cas suspects d'Ebola. Lors de cet incident, l'hôpital a été saccagé et le chauffeur de l'ambulance gravement blessé se trouve dans le coma. Le médecin chef de zone de santé de Biringi indique que les 2 cas suspects
d'Ebola se sont volatilisés dans la nature suite à cet incident, ainsi que d'autres malades qui revenaient des salles d'opération. Un incident qui inquiète le docteur Toumba Cléophas, médecin-chef de la zone de santé de Biringui. De son côté, Julien Arneis, coordinateur principal d'Ebola pour les Nations Unies, insiste justement sur ces véhicules déjà trop peu nombreux. Les endommagés, souligne-t-il, privent les communautés d'un service vital, mais cet incident à Aru n'est pas isolé. 2 jours plus tôt, le 15 août, plusieurs difficultés ont déjà perturbé des opérations menées en Ituri. Sur les 171 rings attendus, seuls 21 ont effectivement été ouverts. Un ring désigne une intervention organisée autour d'un cas d'Ebola, notamment pour décontaminer les lieux concernés. Le même jour, à Epulu, Zunguluka, dans la zone de santé de Mombasa, un enterrement digne et sécurisé n'a pas pu être réalisé pour des raisons de sécurité. Les difficultés ne se limitent pas à l'Ituri. Dans le Haut-Uélé, le rapport du 15 août signale l'agression de l'infirmier titulaire de l'aire de santé d'Apodo dans la zone de santé de Gombari. À Toulouba, dans la zone de santé d'Iziro, un corps a par ailleurs été emporté par la communauté, empêchant la réalisation d'un prélèvement. À ces incidents s'ajoute le manque d'ambulances disponibles dans plusieurs zones touchées par l'épidémie. 2 sont en panne en Ituri, tandis que 5 seulement sont disponibles au nord Kivu. Dans le Haut-Uélé, 10 ambulances supplémentaires sont réclamées. Après plusieurs années d'exil forcé, la Guinée va enfin pouvoir accueillir à nouveau des matchs internationaux sur son sol. La CAF vient d'accorder une homologation provisoire de catégorie 3 au stade du 28 septembre, permettant notamment le retour du Sili national à domicile pour la première fois depuis juin 2022. C'est la fin d'une longue privation. La Guinée peut accueillir à nouveau un match international sur son sol. Après près de 5 années durant lesquelles nos équipes nationales et nos clubs ont été contraints de disputer leurs matchs à domicile hors du territoire national à la suite de la non-conformité de nos infrastructures sportives aux exigences internationales, la Confédération africaine de football vient de décider d'accorder au stade du 28 septembre une homologation temporaire en catégorie 3 de la CAF pour le mois de septembre 2026, a informé la Fédération guinéenne de football. Pour Ibrahima Blasco Bari, secrétaire général de la FEGIFOOT, cette décision était attendue avec impatience. C'est une excellente nouvelle pour les acteurs du football, les supporters et tout le peuple de Guinée parce que notre public a été sévré de voir ses équipes jouer à domicile depuis plusieurs années. Une nouvelle qui réjouit également la presse sportive en situation de quasi-chômage technique depuis plus de 4 ans. Métissé, journaliste immédiat, est soulagé. Ça ressuscite un peu plus le contact qui a manqué ces dernières années entre les journalistes et les joueurs, les sélections nationales et les clubs, parce qu'il y avait une minorité qui couvrait les différentes rencontres des équipes nationales, mais également les clubs engagés en compétition interclub. Donc, c'est bien soulagement, même son de cloche chez les supporters, pour qui le rôle de 12e homme avait trop manqué. Mohamed Kamara est un suiveur inconditionnel du Sili. Je suis très content et satisfait. Ce n'est pas facile de jouer à l'étranger. Le supporter aussi joue un rôle très important dans la vie. Hafia Asdouane de la Mauritanie, Oroya JS Saoura d'Algérie, respectivement les 11 et 13 septembre, ainsi que Guinée-Kenya le 1er octobre, se joueront bien au stade du 28 septembre. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À l'info, c'est l'actualité en continu.